Parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Je voulais juste dire merci et merci à ceux qui sont là pour suivre notre webinaire numéro 4 de Seconaf en partenariat avec le partenariat de Ouagadougou et avec Camber Collective. Ce webinaire sera sur l'utilisation des connaissances des clientes et la segmentation pour comprendre la dynamique du planning familial au Niger. Je pense que c'est pour partager l'approche qui a été développée au Niger sur la segmentation des cibles pour la planification familiale. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Rodrigue de un peu camper le décor et nous présenter surtout nos facilitatrices pour ce webinaire que je remercie au passage, Hope Neighbor et Jessica Vandermark. Et juste pour donner quelques ground rules, je vais fermer les microphones, comme ça on évite les nuisances. Et quand vous voulez vous exprimer, il y a un outil pour lever la main. Ça me permettra de vous donner la parole et de détacher votre micro. Et surtout, il y a un espace de chat qui est en bas où vous pouvez aussi regarder envoyer vos questions, faire vos commentaires. Et avant tout, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour me dire si vous voyez bien l'écran de Hope, l'écran de Jessica? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez l'écran qui est devant vous? Oui. Très bien. Je vais encore vous couper les microphones pour que Rodrigue puisse prendre la parole. Merci beaucoup et Rodrigue. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Aminato pour avoir bien évidemment accepté de nous organiser ce webinaire sur la plateforme de Seconaf et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui ont pu prendre le temps de pouvoir participer à cette séance d'échange que nous aurons avec Seconaf et Camber Collective. Et nous allons effectivement dans les minutes qui vont suivre avoir une petite discussion autour de l'utilisation des connaissances des clientes sur la segmentation de ces bien évidemment du marché pour pouvoir comprendre la dynamique de la planification familiale sur le cas particulier qui a été expérimenté au Niger. Pourquoi le Niger? Parce qu'effectivement, Jessica et Hope reviendront certainement en détail là-dessus. C'est une expérience qui a été menée au Niger basée sur une approche qui est assez connue, que les partenaires, ceux qui adressent souvent le secteur commercial, aiment bien souvent utiliser, c'est-à-dire mieux connaître la cible pour mieux adresser leurs produits. Alors, l'idéal pour nous au sein du partenariat de Ouagadougou, c'est de se dire que la planification familiale, bien évidemment, ne peut pas être possible sans les produits. Mais bien évidemment, lorsqu'on a les produits aussi, il faut des personnes qui vont bien évidemment consommer ces produits. Donc, bien évidemment, sans produit, pas de planification familiale, mais aussi si on ne connaît pas la cliente, on ne pourrait pas donner un produit approprié à ses clientes, bien évidemment, dans un environnement favorable. Donc, nous allons aujourd'hui écouter une présentation sur la segmentation de ce marché, la segmentation qui permet de connaître nos clients pour mieux adresser l'offre de services de planification familiale. C'est une expérience qui a été faite au Niger par Camber Collective et Jessica qui a été la directrice principale de ce projet de recherche au Niger,
va nous faire cette présentation, accompagnée de sa collègue Hope Neobold, qui est associée, toutes les deux travaillent à Camber Collective. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire en guise d'introduction, tout en rappelant bien évidemment que cette approche est pour nous une initiative fondamentale lorsqu'on parle un peu de la création de la demande en matière de planification familiale. C'est une approche qui est très professionnelle, qui est vraiment porteuse d'avenir et qui peut vraiment être très utile pour les autres pays du partenariat. Et c'est pour ça qu'on a voulu organiser ce webinaire pour pouvoir partager cela avec les autres partenaires dans les pays afin qu'ils apprennent de cette approche. Parce que la deuxième phase du partenariat, qui est celle de la phase d'accélération, avait retenu comme priorité de mettre l'accent sur la création de la demande. Et cette création de la demande ne peut être réussie que si tous les prestataires dans les pays sont à même, à partir des outils très simples, peuvent connaître où situer leurs clientes et pouvoir faire un counseling qui répond réellement aux besoins de ces clients. Donc, je ne vais pas aller très en détail, je vais laisser la parole ici comme ça à nos amis de Camber Collective. Je crois que c'est Jessica qui va commencer afin qu'on puisse mieux connaître cette approche sur la segmentation du marché et la connaissance des clients sur le cas du Niger. Je vous remercie. Jessica? Merci bien. Et en fait, Rodriguez, c'est moi, Hope, qui va commencer. Et je vais commencer par vous remercier Aminatou aussi d'avoir organisé ce webinaire. On l'apprécie vraiment et on est content que ça rentre dans le vif des zones de concentration, de focus du partenariat de Ouagadougou en ce moment. Pour vous donner un petit aperçu de la façon que nous pensons de l'augmentation de la demande, et Jessica, on va passer à la page 3, on a pensé juste discuter ou présenter quelques raisons pour lesquelles nous voyons que l'augmentation de la demande peut être difficile. Et la première raison, c'est que, et je pense que ces raisons probablement vont vous sembler familiers, mais c'est que malgré l'amélioration de l'accès aux méthodes de planification familiale au long des dernières années, l'usage reste toujours très limité, ça on le sait bien. Mais la deuxième raison, c'est qu'il y a eu du progrès dans la programmation traditionnelle de changement de comportement au long des dernières années, mais ces efforts se fixent souvent sur les hypothèses pour le changement de comportement en matière de PF et ne tirent pas forcément de ce que nous connaissons sur le changement de comportement d'autres domaines. Et ça, c'est assez important dans la façon que nous, Camber, nous approchons le changement de comportement et l'analyse de la demande pour la PF. La troisième dimension qui nous a semblé importante, c'est qu'il y a souvent un manque de souplesse au niveau, il y a deux choses, un troisième point sur la page. Il y a des pratiques qui ont été développées dans d'autres pays ou régions qui perdent leur efficacité lorsqu'elles sont appliquées dans d'autres contextes. Et il n'y a pas suffisamment de temps qui est pris pour s'assurer que ces méthodes d'analyse de la demande et puis la programmation pour le changement de comportement sont adaptées au contexte. Et pour nous, ceci est très important et nous avons vu ça dans notre expérience au Niger, mais aussi maintenant en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso et à Togo. Il est extrêmement important d'adapter les programmes au contexte. Et la quatrième dimension qui est liée au troisième, en fait, est qu'il y a souvent un manque de politique ou un manque de flexibilité au niveau des programmes d'insérer les approches les plus innovatrices à la création de la demande. Et bien évidemment, s'il n'y a pas suffisamment de souplesse au niveau soit politique, soit programmatique, il est très difficile d'introduire une approche qui peut être durable. Donc, nous pensons que notre approche, l'approche de Camber, s'adresse à ces dynamiques et est une assez bonne approche pour évaluer au niveau national comment faire changer les comportements au niveau de la PF et puis pour donner des guides aux programmes ou aux ONG spécifiques qui essaient de programmer selon la demande que nous avons évaluée au niveau national. Donc, ce que nous allons traiter ce matin, il y aura 3 points. Le premier, c'est l'approche de Camber pour l'analyse de la demande en PF. Le deuxième, c'est une étude de cas au Niger dont Rodriguez a parlé tout à l'heure.
Et le troisième point, ce sont quelques idées que nous avons sur les façons que cette approche que nous utilisons à l'analyse de la demande en PF peut être utile. Et je dirais que cette présentation et cette discussion est surtout orientée vers les ministères de la Santé publique et les bailleurs de fonds qui créent ou qui financent les politiques nationales au niveau de la PF. Mais on peut très bien parler des applications pour les ONG aussi et on est content d'en discuter si vous voulez dans la période de questions et de réponses. Avant de commencer, on voulait juste vous donner une petite introduction à Camber, notre cabinet de conseil. Et comme mon français peut-être légèrement limité ce matin, je vais plus ou moins lire la description, mais j'espère ajouter un peu plus d'intérêt lors de l'explication. En bref, Camber est un cabinet de conseil en stratégie qui a été fondé en 2009. Auparavant, on était deux cabinets de conseil séparés et un était mon propre cabinet, Hope Consulting. Donc, ça se peut que vous avez entendu parler de notre travail au Niger sous le nom de Hope Consulting. Maintenant, on est Camber. On est une équipe de 20 personnes et nous avons des bureaux à San Francisco, à Seattle et à Berkeley. Nous aidons nos clients à atteindre la haute performance par rapport aux objectifs financiers et liés à la mission. Nous essayons toujours de jongler entre la stabilité financière de l'organisation et ce qu'ils essaient de faire au niveau de la mission et de l'impact social. Et nous fournissons de l'expertise en matière de connaissances clientes avec des capacités en stratégie, car nous sommes tous les anciens des entreprises de stratégie ou des cabinets de conseil en stratégie, tels que McKinsey, BCG, Monitor, etc. Nous travaillons dans 3 domaines principalement, la santé globale, l'inclusion financière et l'efficacité philanthropique. Et nous avons une expérience dans plus de 50 pays, pour la plupart en Afrique et en Asie. Et notre travail au long des années a été cité dans plusieurs grands médias, ce que nous pensons donne un bon signe de la puissance ou du pouvoir de notre travail. Avec ça et avec ce petit aperçu de Camber, je vais passer la parole à Jessica pour la discussion sur l'analyse de la demande en PF1. Jessica? Oui, bonjour. Oui, j'essaie juste d'améliorer un peu la vue sur les pages. J'espère que ça convient à tout le monde. Tout le monde peut voir la présentation. Donc, pour commencer, on voulait discuter un peu notre approche et de souligner le fait que c'est très important pour nous de commencer vraiment à reprendre un défi sur la PF. Jessica, ça peut être au juste niveau du pays. intervenir. Oui. Il semblerait qu'on ne voit pas votre écran. Tout le monde, on ne voit que la page où il y a les objectifs. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Non. D'accord. Essayez de mettre en play. Le slideshow. Et Jessica, une possibilité, c'est que tu me passes le contrôle de l'écran et je peux le faire de mon propre écran. Parce que mais voilà, maintenant nous voyons la page 6. On voit maintenant et si une autre page. C'est mieux si on fait play, comme ça c'est plus large et on peut le voir. Oui. Play slideshow. Voilà, d'accord. OK. C'est bon? On va voir, il n'y a rien qui a changé de la vue que j'ai. Jessica, je crois qu'il faut réappuyer sur From Current Slide. Oui, j'ai fait ça, ouais. Bon, ben, allez-y, mais je ne pense pas. Ah, voilà, c'est parfait. Ah, c'est bon? Voilà, c'est bon. Okay. Allez-y. Merci. Merci. Merci pour ça. OK, la page 6. Donc, c'est très important, comme je disais, pour nous de commencer par répondre à un défi sur la PF. Donc, c'est vraiment à partir de la question de l'obstacle, de l'enjeu. Là, on va élaborer notre approche. Et on a identifié, peut-être il y a 4 cas où ça pourrait être la situation dans un pays ou un autre concernant la PF.
Donc, soit par exemple, il y a le financement de la programmation qui est en augmentation à l'échelle. Donc, ça, c'est très bien. Mais même s'il y a des financements, il y a beaucoup des activités. Parfois, même, on ne sait pas qui sont les segments qui devraient être ciblés ou quelles audiences qui devraient être ciblées ou qu'est-ce qui devrait être proposé afin d'obtenir l'impact maximal. Donc, de vraiment utiliser les ressources dans une meilleure façon. Ou bien, il y a d'autres cas où il y a une augmentation de l'utilisation de PF qui est très lente ou même stagnante. Et là, notre approche peut être très utile pour identifier comment améliorer cette augmentation. Ou bien, il y a les objectifs nationaux qui sont mis en place, mais on ne sait pas qu'est-ce qui devrait être priorisé pour atteindre les objectifs. Parfois, il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'activités qui sont proposées. Donc, comment les prioriser en fonction vraiment du contexte de la demande? Et la dernière chose, c'est peut-être qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été réalisés pour atteindre des objectifs, donc ça c'est très bien. Comment continuer à cette vitesse ou bien comment accélérer le progrès encore plus? Donc voilà quatre cas où cette approche pourrait être utile. Cette analyse ou cette approche, il y a plusieurs composants qui sont possibles. Donc là, il y a une analyse générale sur la demande et à la segmentation, donc on va en parler un peu plus tout à l'heure. Une analyse sur l'offre, les prévisions sur l'augmentation de l'utilisation de méthodes modernes, donc vraiment de faire une estimation, de prévoir l'impact à l'avenir, ou bien d'utiliser, de développer les stratégies et programmes pour répondre à la demande, et de tester la faisabilité de ces activités et programmes avec une estimation des coûts pour les implémenter. Vous verrez, au Niger, on a fait quasiment toute la gamme parce qu'on voulait vraiment créer une base des faits qui est le plus compréhensible possible avec tous les étapes et on est en train de tester la faisabilité de certaines activités de programmes et stratégies. Et maintenant, on travaille actuellement en Côte d'Ivoire sur le projet Transform de USAID. Et là, on fera beaucoup de ces mêmes éléments. La segmentation est en cours, mais on va sauter l'étape analyse sur l'offre vu le temps et les ressources, mais on va quand même utiliser les résultats de segmentation pour faire les prévisions sur l'augmentation de l'utilisation des méthodes modernes, développer les idées des stratégies et programmes et les estimations des coûts et de faisabilité. On pense qu'il y a certains avantages clés pour cette approche. Déjà, ça permet d'identifier la demande non satisfaite qui ne peut pas être identifiée par d'autres méthodes. C'est vraiment un point de vue un peu plus nuancé, plus que la définition technique de demande non satisfaite qu'on voit dans le EDSM. On va vraiment un peu plus loin pour mieux comprendre cette demande et pourquoi c'est non satisfaite. Ça pourrait aussi indiquer les stratégies ou des programmes qui sont les plus susceptibles de conduire le plus grand changement de comportement. Donc, c'est là où ça aide à vraiment prioriser quelles sont les activités, quels sont les programmes ou les communications qui pourraient vraiment aider. On peut voir les résultats à travers les changements de comportement. Cette approche aussi, ça favorise l'utilisation plus efficace de ressources entre les parties prenantes. On verra tout à l'heure, ça pourrait être un outil pour coordonner les activités entre parties prenantes et ça pourrait aussi aider à l'efficacité de l'utilisation de ressources. Et finalement, la méthodologie est assez robuste pour l'utilisation dans un processus décisionnel national PF. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes avec la recherche secondaire, la recherche primaire. La segmentation est faite à travers tout le pays avec un échantillon représentatif du pays et les analyses là-dessus qui sont très robustes, qui pourraient être très fiables pour utiliser dans les décisions nationales. Donc là, je vais parler un peu plus spécifiquement sur l'étude des cas au Niger. Et on se demande pourquoi Niger. Donc peut-être il y a certaines qui connaissent déjà le Niger qui a un taux de fertilité qui est le plus élevé au monde. 7,6 enfants par femme. Et ce taux de fertilité, ça a même augmenté depuis 2006. Donc ça représente un peu un contexte difficile.
encore plus parce que les femmes et les hommes nigériens veulent encore plus d'enfants et disent que dans l'idéal, ils auraient entre 9 et 11 enfants. Donc pour nous, ça nous dit qu'il y a vraiment un contexte de normes sociales et les désirs qui sont vraiment en présence très fort, qui jouent. Et là, c'est vraiment là où cette approche est très utile pour bien comprendre ces dynamiques et les normes sociales et tous les facteurs qui jouent, qui créent cet écart entre le nombre d'enfants actuels et le nombre d'enfants désirés. C'est la Fondation Hewlett qui a engagé Hope Consulting. Donc, anciennement, on s'appelait Hope Consulting, peut-être vous connaissez le nom. Maintenant, on s'appelle Camber Collectif. Donc, on a fait un merger avec notre cabinet de conseil. Donc, ça fait 1 an à peu près qu'on s'appelle Camber Collectif. Mais avant, c'était Hope Consulting avec moi et Hope et d'autres consultants. Mais la Fondation Hewlett, c'était en 2013 que nous avons commencé à mener ce projet. Et l'idée, c'était vraiment de conduire les recherches pour identifier les plus grandes opportunités d'augmentation de l'utilisation des méthodes modernes au Niger. Et c'était pour améliorer les connaissances sur la planification familiale au Niger à l'intention de tout partenaire désirant informer sa stratégie et sa programmation. Donc, vous verrez sur cette page, on a travaillé avec beaucoup de partenaires, l'État, la DSME, bien sûr les bailleurs et aussi beaucoup d'ONG locales et internationales qui ont des bureaux à Niamey. Et l'idée, c'était vraiment d'échanger le plus possible avec eux pour avoir les résultats les plus pertinents et de ensuite rendre disponibles tous les résultats, toutes les données brutes et toutes les présentations gratuitement sur notre site pour que tout le monde puisse s'en servir pour ensuite utiliser pour leur stratégie et pour leur programmation. On voulait aussi identifier les opportunités en relation avec l'offre et la demande dans le but pour stimuler l'utilisation des méthodes modernes. C'était vraiment un focus sur les méthodes modernes et de comment augmenter cette utilisation. Et ensuite, indiquer comment les parties prenantes peuvent changer leur financement des politiques et les programmes visant à répondre à cette demande. Donc, de donner les idées et les recommandations concrètes pour chaque partenaire. Donc, je voulais donner un exemple des conclusions globales sur l'analyse de la demande. Donc, ça c'est une partie de nos résultats. J'ai déjà décrit un peu sur le côté gauche l'écart entre le nombre d'enfants actuels et le nombre d'enfants désirés. Donc, on a vu qu'il y a un grand écart. Et on pense que c'est dû au fait qu'il y a les pressions sociales et interpersonnelles, aussi les influences beaucoup sur la prise de décision sur la PF. Les normes sociales qui favorisent les familles nombreuses et ça crée des conflits internes pour les femmes sur le choix de PF. Vraiment à travers quasiment tous les entretiens et tous les sondages, les femmes qu'on a abordé ces questions, on a vu qu'il y a un certain niveau de conflit interne. Et c'est dû au fait qu'il y a des pressions sociales, interpersonnelles et aussi les influences qui pèsent beaucoup sur cette décision. Et ensuite, il y a un autre écart. Donc ça, c'est un écart entre l'utilisation des méthodes modernes actuelles et l'utilisation potentielle. Donc la demande qui est non satisfaite ou aussi, donc, si on prévoit qu'est-ce que ça pourrait être le taux d'utilisation, on voit qu'il y a un grand écart et on se demande pourquoi. Donc il y a certainement, on a vu une opposition du mari ou religieuse perçue par les femmes, par beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de craintes liées aux méthodes de PF, surtout les méthodes modernes, sur la crainte de perte de fertilité et les effets secondaires. Et pour certaines femmes, il y a aussi une certaine méfiance d'État ou d'organisations tiers qu'elles estiment poussent un peu ces produits qui ne sont pas très bien connus ou bien ils ont beaucoup de questions et ils se méfient en fait d'informations qui viennent des organisations tiers. Et tout ça, ça joue un rôle pour dire qu'il y a une faible utilisation des méthodes modernes, surtout au Niger, où le taux d'utilisation en moyen, c'est 12%. Et avec la segmentation, on a vraiment essayé de comprendre quel est le poids de chacun de ces facteurs. Quelle est l'importance de l'opposition de mari ou les jeux, les craintes, les méfiances? Est-ce que c'est pour toutes les femmes la même?
ou bien on a creusé un peu plus pour savoir pour certaines femmes, ces facteurs jouent plus ou moins fort sur les décisions sur l'APF. Donc la segmentation, peut-être vous connaissez déjà ce que c'est la segmentation. Peut-être vous faites déjà la segmentation dans votre pays. Souvent, c'est une segmentation basée sur les variables démographiques. Donc nous avons les programmes visant les femmes jeunes, les femmes plus âgées, les femmes rurales, les femmes urbaines, par exemple. C'est très simple de les trouver, de les identifier. Cette segmentation, ça diffère un peu. C'est vraiment dans un contexte difficile comme le Niger où on voit il y a vraiment plus de nuances et plus de difficultés. Il faut vraiment regarder tout ce qui est besoin, attitude et comportement autour du sujet de PF. Donc ça veut dire qu'avec cette segmentation, on ne peut pas voir tout de suite. On peut interroger deux femmes qui habitent dans le même endroit, qui ont le même âge, les mêmes caractéristiques démographiques, mais on voit qu'ils ont des points de vue très, très différents par rapport au PF. Il y a un qui utilise, qui est très confortable, qui est très à l'aise à utiliser. Il y a l'autre qui est très contre pour beaucoup de raisons. Donc, cette segmentation, ça nous permet, à travers certaines questions, de trouver quels sont ces segments et vraiment d'avoir plus de chances de donner de bons messages et de bonnes informations à les femmes qui ont des points de vue bien différents. Et cette segmentation, ça pourrait être un outil très puissant, surtout dans un contexte de ressources limitées. On peut vraiment voir quelles sont les femmes ou les segments là où on a beaucoup plus de chances de changer le comportement. Et là, dans ces cas, ce sera beaucoup plus utile de focaliser les ressources sur ces femmes dans un premier temps. Et comme je disais aussi, ça pourrait être un outil pour coordonner les activités aussi, de aussi éviter le gaspillage ou les doubles efforts sur les mêmes groupes à travers tous les parties prenantes. L'approche, la méthodologie, donc ça, je vais faire en grande ligne ce que nous avons fait. Donc, comme je disais, nous avons fait une enquête à travers tout le pays, sauf la région de Difa et la zone rurale d'Agadez à cause de raisons de sécurité. Mais nous avons travaillé avec les académiques indépendants pour assurer que nous avons fait un échantillonnage qui ressemble le plus possible à l'échantillonnage de EDSN. Donc, on a eu à peu près 2000 observations, donc 2000 femmes participantes. Ensuite, on a regardé les réponses à travers certaines variables clés. Et en utilisant une approche qui s'appelle Latent Class, avec un expert de segmentation, nous avons travaillé sur plusieurs modèles de segmentation. Nous avons retravaillé la segmentation, discuté avec les parties prenantes, pour ensuite arriver avec notre segmentation de 5 segments que nous avons trouvés. Mais les variables que nous avons regardées, c'était déjà les comportements d'utilisation. Donc, on voulait vraiment savoir qui sont les femmes qui ont déjà envisagé d'utiliser les méthodes, que ce soit les méthodes traditionnelles, naturelles ou modernes, et les femmes qui ont déjà essayé des méthodes. Le deuxième point, c'est très important, c'est la proactivité. Quand on cherche les femmes qui ont le plus de chances de changer leur comportement, c'est très intéressant de regarder leur niveau de proactivité, c'est-à-dire est-ce que ces femmes cherchent des informations, les femmes qui ont suivi une consultation au centre de santé, qui ont essayé de procurer les informations sur les méthodes, sur les effets secondaires, sur les coûts, etc. et qui ont déjà assisté à une session d'information sur la PF. Le troisième point, c'est les normes sociales. Donc, pour certaines femmes, les normes sociales pèsent plus que pour d'autres. Il y a certaines femmes qui perçoivent qu'il y a beaucoup de femmes dans leur communauté qui utilisent déjà les méthodes modernes. Il y a d'autres qui disent que non, il n'y a personne. Donc, cette perception, ça joue beaucoup sur ses propres choix. Il y a aussi la perception de besoin de permission du mari ou d'autres personnes. Il y a certaines femmes qui pensent vraiment qu'ils ont besoin de beaucoup de permission. Il y a beaucoup d'opposition. Donc, ces femmes elles sont moins susceptibles d'utiliser la planification familiale. Ensuite, il y a certains attributs contraceptifs. Donc, ça joue beaucoup sur le choix entre les méthodes traditionnelles naturelles ou modernes. Donc, si c'est important pour une femme, par exemple, si elle redevient fertile immédiatement après interruption de l'utilisation, si elle a la possibilité d'arrêter à tout moment,
ou si c'est important pour elles que ce soit une méthode naturelle. Après, il y a beaucoup d'attitudes et croyances concernant l'espacement, la limitation, l'utilisation de méthodes modernes. Si, par exemple, la discrétion est importante pour elle, quel est son point de vue sur le rôle de son mari, surtout ses croyances religieuses aussi qui jouent beaucoup. Et les facteurs importants pour les décisions d'utiliser. Donc, si c'était important pour elle dans le moment de prise de décision, l'accès, la simplicité d'utilisation, les disponibilités des informations et les effets indésirables ou secondaires. Donc, voilà toutes les variables. Après, on a fait ce travail itératif avec notre expert de statistiques et aussi avec les parties prenantes pour trouver notre segmentation. Donc, comme je disais, nous avons trouvé 5 segments des femmes. Donc, ce sont les élites modernes, les proactifs en santé, autonomes traditionnels, sceptiques expérimentés et conservatifs. Et vous verrez entre ces parenthèses la taille de chaque des segments. Il y a des segments qui sont très grands, les proactifs en santé, les sceptiques expérimentés, qui chacun représente quasiment un tiers des femmes au Niger, et il y a des segments qui sont plus petits. Et là, pour expliquer un peu la différence, donc les citations que nous avons mises, c'est un peu, si on demande à chacune de ces femmes quel est leur point de vue sur l'APF, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Donc, par exemple, si on regarde les élites modernes, elle va nous dire que je veux une bonne vie pour moi et pour mes enfants, et ça commence par une bonne planification familiale. Donc, on voit tout de suite qu'elle est déjà convaincue. Donc, il y a des femmes qui sont déjà convaincues que les bénéfices de planification familiale sont clairs. Ces femmes ont déjà une forte tendance d'utiliser les méthodes modernes. Donc, 40% de ces femmes ont déjà essayé au moins une fois une méthode moderne. C'est énorme pour ces segments. Donc, pourquoi on les appelle les élites modernes? Et élites parce qu'ils ont tendance d'être un peu plus aisés, un peu plus urbains et un peu plus éduqués. Ensuite, nous avons les proactifs en santé. Donc, ça, c'est un grand segment. Elle dirait que ma santé est importante, donc j'essaie d'en savoir le plus possible et d'alléger mon fardeau grâce à l'espacement. Donc, elle a convaincu à l'espacement. Elle utilise déjà, donc 23% de ces femmes utilisent déjà des méthodes modernes. Donc, c'est pas mal. On pense que ça pourrait être augmenté. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que l'importance de la santé, mais surtout la proactivité. Donc, elle cherche des informations. Elle a le plus tendance d'avoir assisté à une consultation sur l'APF. Et quand on la demande, c'est qui la personne à qui vous faites le plus confiance pour discuter de l'APF, les proactifs en santé, elles disent que c'est l'agent de santé. Donc, c'est très important. Et là, on voit qu'on a vraiment un moyen de donner des bonnes informations. Comme elle fait déjà confiance, elle cherche déjà des informations. Ensuite, les autonomes traditionnels. Donc, elle dirait que ce que moi et mon mari décidons, c'est notre affaire et pour le moment, nous estimons que les méthodes traditionnelles sont les meilleures. Donc, voilà, on voit les méthodes traditionnelles. Donc, on voit pour les méthodes modernes, c'est que 5% qui utilisent les méthodes modernes, mais quasiment 20% utilisent les méthodes traditionnelles et ça, c'est principalement l'allaitement. Donc, c'est pour ça on les appelle les autonomes traditionnels. Les autonomes parce que c'est vraiment un choix, une décision qui est prise au sein des couples. L'influence et le point de vue de son mari est très, très important. Mais par contre, elle ne veut pas qu'il y ait d'autres personnes qui que les poussent à prendre des décisions, que les disent qu'est-ce qu'il faut faire dans le foyer. Après, on a les sceptiques inexpérimentés. Donc ça, c'est 28% des femmes au Niger, donc c'est très grand. Elle dirait que je ne connais pas trop les méthodes de planification familiale, mais je n'ai pas confiance. Donc voilà, ils sont sceptiques, bien sûr. Ils ne connaissent pas, il y a un manque d'informations, ils sont inexpérimentés et ils sont sceptiques en même temps. Donc ils ont tendance d'être plus jeunes. Dans leur vie, les décisions sont plutôt prises par leurs parents ou leur mari. Ils n'ont pas de source d'information fiable. Donc on les a demandé, c'est qui vous faites le plus confiance pour les informations sur l'APF? Ils disent, bon, peut-être les amis, mais vraiment personne. On pense qu'il y a une opportunité, surtout qu'elles sont des jeunes. Et leurs idées, le point de vue sur l'APF est formé, mais il y a un manque d'informations. On pense que vraiment avec plus d'informations, d'une source fiable, qui fait confiance, on peut vraiment changer leur avis et leur comportement vis-à-vis de l'APF. Donc même si le taux d'utilisation de méthodes modernes c'est 2%, et le taux d'utilisation de méthodes naturelles c'est aussi très très bas, on pense qu'il y a une opportunité.
Et dernièrement, nous avons les conservatifs passifs. Donc, elle dira qu'il est important pour moi que les autres ne s'opposent pas à mes choix de PF. Voilà, on voit les normes sociales, la perception que ne veut pas qu'il y ait d'autres qui s'opposent. Ils sont conservatifs dans le sens aussi religieuse, donc ils ont le plus tendance à dire que l'utilisation de méthodes, c'est un péché. Ils sont passifs aussi, donc ils ne cherchent pas des informations. Ils ont des informations, ils ont une connaissance de des méthodes, mais néanmoins, ils n'utilisent pas et ne cherchent pas des informations. On pense que vraiment ce segment-là, c'est le plus difficile à vraiment accéder, donner des informations et changer leur avis. C'est pour cela qu'on a choisi les 3, si on devrait prioriser ces segments, on aurait priorisé les 3 segments au milieu, donc c'est-à-dire les proactifs en santé, autonomes traditionnels et sceptiques inexpérimentés. On pense que là, on a vraiment le plus de choix d'augmenter leur utilisation. Les élites modernes, on n'a pas choisi parce qu'on trouve déjà, on estime qu'elle a déjà beaucoup d'informations, elle a déjà beaucoup des opportunités elle-même, et vaut mieux utiliser les ressources pour les autres femmes qui ont peut-être moins d'accès ou moins d'informations. Et les conservatifs passifs, comme je disais, on pense que vraiment, dans une première temps, ce sera le segment qui est le plus difficile. Mais peut-être, en travaillant avec les 3 autres segments, on peut imaginer qu'on va changer lentement, à fur et à mesure, les normes sociales, qui va ensuite jouer sur le point de vue des conservatifs passifs. Donc, peut-être dans un deuxième temps, on aura de succès avec le conservatif passif. Voilà les résultats en grande ligne. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de plus d'informations sur notre site web. Mais comment utiliser ces résultats? Donc, on pense que pour le ministère de Santé, le ministère de la Population, pour l'État, il y a deux utilisations possibles qui pourraient être intéressantes. Déjà, pour identifier comment atteindre les objectifs nationaux. Et deuxièmement, pour informer la programmation aux PF à l'échelle nationale ou à travers les parties prenantes. Et là, on va regarder un par un peu plus en détail. Déjà, donc, pour identifier les cibles afin d'obtenir un impact maximal sur les activités PF. Donc, on a déjà vu un peu nos estimations de combien on peut augmenter l'utilisation sur la PF. Pour chacun de ces 5 segments, nous avons fait un modèle en prenant en compte les raisons pour lesquelles elles n'envisagent pas d'utiliser ou elles n'ont pas utilisé ou elles ont arrêté d'utiliser. Si on fait vraiment d'efforts sur ces points, on pense qu'on pourrait avoir cet impact sur l'utilisation des méthodes modernes d'ici 2020. Et quand on fait ce calcul, après on peut projeter l'impact sur la taux d'utilisation si ces femmes sont ciblées. Donc l'exemple pour Niger, en 2012, le taux d'utilisation au moyen c'était 12%. On ne sait pas s'ils ont atteint en 2015 18%, mais on pense que d'ici 2020, on peut atteindre 28%. Si vraiment on arrive à avoir ces augmentations à travers ces 5 segments. Voilà un peu l'estimation, les projections que nous pourrions faire à travers cette segmentation. Ensuite, on disait que voilà, parfois les plans nationaux, il y a beaucoup d'activités. Il y a certaines qui sont priorisées, mais c'est difficile à vraiment identifier quelles sont vraiment les étapes ou les activités qui sont le plus critiques, le plus important. Et ça, à travers notre analyse sur la demande et sur l'offre, nous avons identifié par exemple le plan d'activité pour le Niger. C'est très important de travailler sur la communication. Donc, il y a déjà 2 activités visant à améliorer la communication qui pourraient introduire ce concept de segmentation pour encore plus améliorer l'impact de la communication. Ensuite, d'améliorer la qualité de conseil au personnel de santé. Donc, ils ont déjà prévu de faire une activité là-dessus. Et avec la segmentation, déjà, nous avons fait les pilotes sur ce projet, d'améliorer la qualité de conseil en utilisant les informations de cette recherche. Et puis, troisièmement, l'avantage de méthode. Au lieu d'augmenter le nombre de points d'accès, on a trouvé notre analyse de l'offre que c'est plus important d'améliorer l'avantage des méthodes, de vraiment avoir plus de disponibilité pour la DUI, les implantes, etc. Voilà, donc pour informer la programmation et la communication, donc ça pourrait servir pour aider à coordonner les activités.
Donc là, sur cette page, on peut voir, par exemple, si vous faites une réunion de travail, toutes les organisations peuvent regarder à travers les différents segments et les activités, par exemple les activités de communication, médias de masse, communication interpersonnelle, l'amélioration de l'accès, la qualité de prestation. Peut-être il y aura certaines organisations qui disent moi, je suis très adaptée, je peux très bien faire les activités pour améliorer l'accès pour certains segments. Il y a d'autres qui disent, moi, je suis très adaptée mes programmes pour le segment 4. Donc, moi, je peux dire que je peux me concentrer sur le segment 4, mais à travers plusieurs activités. Et comme ça pourrait aider vraiment pour chacun de se dire, voilà, si moi, je me concentre sur ça, après, vous faites ça. Et ça aide un peu à voir qui fait quoi. Et ensuite, l'État, le ministère de la Santé peuvent développer la stratégie d'intervention par segment et par région. Et c'est là, nous avons commencé à faire ça au Niger. Donc, il y a tous les acteurs qui travaillent dans les différentes régions de Niger qui travaillent avec les segments différents. Et voilà un peu la cartographie de quoi ça ressemble. Et puis, ça pourrait aussi fournir les conseils sur la communication et aider à affiner les activités. Donc, dans l'annexe de nos documents sur Internet, il y a toute une boîte d'outils pour chacun des segments. On a vraiment, pour chaque segment, on a identifié les principes directeurs, c'est-à-dire quelles sont les considérations, des choses à prendre en compte pour chacun de ces segments, comment aborder les questions de planification familiale avec chacun de ces segments, quelles sont les considérations de programmation et de financement. Donc, quels sont les programmes existants qui sont les plus pertinents? On a également donné les idées pour les programmes qui n'existent pas encore, mais qui peuvent être très adaptés pour tel ou tel segment. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a travaillé avec les experts de communication pour créer vraiment des concepts de messages qui pourraient être adaptés pour chacun des segments, qui pourraient être utilisés pour les campagnes de communication. Actuellement, on travaille avec plusieurs partenaires vraiment dans la deuxième étape. Donc là, la première étape, toute la recherche, le partage d'informations, la boîte d'outils, etc., ça a été fait. Et puis maintenant, on est en phase où on travaille avec plusieurs partenaires au Niger, mais aussi dans la région. Au Niger, on travaille, on a fait des projets avec une ONG locale qui s'appelle Anima Sutura et on travaille également avec Pathfinder, surtout sur la programmation et l'amélioration des qualités de conseil. Donc, on a créé un outil pour les prestataires de santé pour trouver rapidement, face à face, le segment des femmes en posant 10 questions aux femmes. Elle trouve tout de suite le segment des femmes et puis elle a des cartes conseils qui sont adaptées par segment. Donc, on sait vraiment le point de départ pour chaque des segments pour vraiment adapter et améliorer la qualité des conseils. Pour la communication, on travaille avec le ministère de la Santé, avec Engender Health et avec PSI. Donc, avec Engender Health, sur le projet Agir PF, on travaille sur leur stratégie CCSC pour le Niger. Donc, on a continué notre recherche au Niger en faisant des tests de messages. Et puis, on a élaboré la stratégie CCSC. Avec PSI, on fait un projet qui vise à tester les messages et adapter les messages très rapidement en utilisant des sondages à travers les téléphonies mobiles par segment. On a les moyens d'identifier les segments par téléphone. Donc, on teste ces messages uniquement pour les proactifs en santé. Et eux, ils mènent un projet aussi dans les communautés, dans les jardins, dans 10 jardins dans la région du Dosso. Ils cherchent à comprendre les réseaux sociaux et aussi avec la cartographie des segments aussi. Donc, quels sont les segments qui sont plus d'influence sur d'autres segments. Et on cherche à comprendre qui sont les segments qui ont du influence sur les sceptiques inexpérimentés. Et puis après, on va créer des outils de communication qui peuvent être utilisés par ces influenceurs. Au Burkina, Côte d'Ivoire, au Togo, on travaille également avec Agir PF, le projet Agir PF avec Engender Health pour créer également les stratégies de communication avec la base de la segmentation au Niger, mais on fait tout le travail pour adapter le plus possible pour le contexte dans chacun de ces pays aussi. Et en Côte d'Ivoire, sur le projet Transform avec PSI, on a vu tout au début de cette présentation, on fera l'analyse générale sur la demande. On est en train de faire la segmentation actuellement et puis après on va faire toutes les estimations d'utilisation, augmentation d'utilisation et les idées pour les programmes de communication.
Voilà tout ce que j'ai à dire. J'espère que c'était intéressant. On voulait savoir maintenant, c'est à vous de poser Merci des questions. Jessica, oui, c'était très très intéressant. Merci à vous, à Hope et Rodrigue pour ces présentations-là. Je voudrais juste, pour ceux qui veulent poser des questions à Jessica ou à Hope, de lever la main pour que je puisse enlever le mute. Ils peuvent aussi envoyer leurs questions dans le chat. Mais en tout cas, maintenant, la parole est à vous. S'il y a des points que vous vouliez éclaircir, si vous avez des commentaires, si vous avez une expérience à partager, c'est le moment. Voilà, à vous. Je ne vois pas de main levée. Peut-être en attendant que les personnes posent des questions, je peux ajouter un point d'information. Je sais qu'il y a plusieurs mois, j'ai fait une brève version de cette présentation à Abidjan. Et une question qui était posée à l'époque, c'était si nous voudrions faire une analyse de la demande au niveau national, combien de temps est-ce que ça pourrait prendre? Et pour votre information, normalement, ça peut prendre au plus court 5 mois et normalement, ça prend entre 5 et 6 mois avec quelques mois supplémentaires si nous voudrions faire une vraie engagement des parties prenantes. Oui, ok, merci. Il y a Tom qui a une question. Je ne sais pas, Tom, si vous pouvez poser votre question. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci pour la présentation à tout le monde. J'avais une question quand vous parliez de changement de comportement et travailler avec tout le monde, avec les différents défis à changer les attitudes. Est-ce qu'en même temps, le programme a considéré de travailler avec le ministère de Santé pour les prestataires pour qu'ils soient préparés? Parce que dès que l'impact de votre programme amène plusieurs femmes et familles qui vont aller au centre de service, cette augmentation de travail pour les prestataires est souvent un défi qui est découvert trop tard. Je voulais savoir si ça a été calculé dans les efforts. Merci. Merci Tom. Il y a encore d'autres questions. Je ne sais pas si vous préférez qu'on les prenne. Il y a encore 2 mains qui sont levées et après vous répondez aux 3 questions. D'accord, ok, on prend toutes les questions et après on répond. Merci Tom. Docteur Sanou Yenabou, à vous. Docteur Sanou. Je vais alors passer la parole à Balarabe Mohamedou pour poser sa question. Oui, bonsoir à Dr Balarabe Mohamedou. Oui. J'ai remarqué à travers ces présentations que plusieurs stratégies ont été développées en région, au Niger, avec beaucoup de structures qui interviennent. Mais au niveau étatique, ministère de la Santé publique, direction de la santé de la mère et de l'enfant, je sais qu'il existe une stratégie de communication. Cette stratégie de communication, j'ai constaté qu'elle n'est pas basée sur cette segmentation qui pourrait pourtant apporter beaucoup de choses. Donc, c'est un constat. Maintenant, je voudrais savoir au niveau du ministère de la Santé publique, comment faut-il procéder pour que le ministère de la Santé s'approprie de cette segmentation qui, à mon avis, doit beaucoup apporter au Niger. Donc, c'est ça ma question. Merci. Merci, Dr Balarabe. Je ne sais pas si Dr Sanou est toujours là et qu'elle peut nous entendre. Si elle n'est pas là, je vais demander à Jessica de répondre aux 2 questions reçues. Et pour ceux qui ne peuvent pas parler, ils peuvent aussi envoyer leurs questions dans le chat. Il y a Cyprien qui a une question. Et je ne sais pas si Cyprien peut être en mesure de parler. Non.
Donc, je demanderai à Jessica de répondre aux deux questions reçues. D'accord, ok. Je vais donner mes réponses à moi et après, si Hope a quelque chose à ajouter, j'en en prie d'ajouter ses commentaires aussi. Merci pour les questions qui sont très bonnes. Donc, la première question, si j'ai bien compris, c'est la question sur l'utilisation de cette approche dans l'amélioration des conseils. Et donc, si, par exemple, cette utilisation des cartes conseils et d'outils pour identifier les segments, ça a beaucoup ajouté sur le travail des prestataires de santé. Et pour donner plus d'informations sur ce pilote, nous avons travaillé lors de la formation. Donc, nous avons engagé un sage-femme qui a également anciennement travaillé avec MSI pour aider avec la formation. Et vraiment, elle a fait beaucoup d'exercices pour montrer que la segmentation, l'utilisation de l'approche segmentation, ça prend moins de temps que l'approche normale. Donc, l'approche normale, la prestataire de santé, elle pense qu'elle devrait aborder tous les sujets et toutes les méthodes, ou bien elle ne sait pas où commencer, donc elle fait un peu au hasard le choix de sujet. Donc, vraiment, on utilisait la segmentation, l'approche avec les questions qui donnent une base d'informations sur cette personne. Et puis après les cartes, elle a montré qu'en fait, ça économise du temps et la patiente, la femme, elle est plus satisfaite qu'avec l'ancienne méthode. Et après, tout au long du pilote, on avait cette personne, cette sage-femme qui était une coach qui guidait et qui faisait les visites de centres de santé tous les mois pour motiver et encourager les prestataires si elles avaient des problèmes avec l'approche ou l'utilisation des questions. On avait quelqu'un qui l'aidait. Et si elle ne pouvait pas passer, elle a donné son numéro, donc elle a reçu des appels pour, voilà. Et ça a aidé les prestataires à vraiment affiner leur approche ou leur utilisation de ces outils, tout en économisant du temps. On vient de faire une première analyse sur les résultats de cette pilote et on a vu dans les CSI pilotes, on a vu quand même une augmentation sur la satisfaction sur les consultations et aussi une augmentation de l'utilisation des méthodes modernes. Donc c'est un peu tôt pour se prononcer sur les résultats, mais on pense que c'était une approche qui a des bénéfices. Et on est en train de faire cette analyse et de faire la dissémination, le partage de cette information. Mais en tout cas, au niveau des charges de travail, on a vu que ça n'a pas ajouté beaucoup de travail pour les prestataires. Pour la deuxième question, merci encore pour cette question. Je pense qu'il y avait deux parties. Déjà, pour la stratégie nationale de communication au Niger, c'est vrai que, en fait, malheureusement, c'était une question de timing, en fait, parce qu'ils ont élaboré leur stratégie de communication au même temps qu'on était en train de faire notre analyse sur la segmentation. Donc, la segmentation n'existait pas au moment qu'eux, ils ont fait leur stratégie nationale sur la communication. Et donc, ce n'est pas inclus. Donc, on a eu beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de sessions de travail avec le ministère de la Santé, avec les autres parties prenantes, de comment tirer les informations pour aider ou améliorer l'approche pour la campagne. Et on est toujours encore de discuter avec le ministère de la Santé, certainement pour la campagne de communication de cette année. Parce que maintenant, on a fait toute la recherche en 2013-2014 et ensuite, on a continué avec la recherche que nous avons menée avec une Gender Health également. On pense que toute cette information, ça pourrait être utilisé pour encore améliorer l'approche de la campagne de cette année. Et on pense concernant la propagation des résultats du ministère de la Santé, donc ils sont toujours là. Ils nous soutiennent dans les présentations, dans l'organisation. C'est toujours eux qui convoquent les discussions avec les parties prenantes. Donc, c'est vrai qu'ils nous soutiennent. Mais pour l'utilisation, je pense qu'ils attendent voir les preuves donc, à travers les pilotes et les différents projets pour ensuite vraiment intégrer cette approche dans leurs activités à eux. C'est mon avis personnel. Je ne sais pas si... Merci Jessica. Alors, j'ai vu que Tom a encore levé la main et qu'il va peut-être follow-up, mais j'ai déjà quelques questions qui sont rentrées. Il y a d'abord la question de personne qui dit que merci à l'équipe pour ce partage, mais ma préoccupation est que cette segmentation seule ne suffit pas.
car il y a d'autres personnes en bas qui décident. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette segmentation d'hommes et de leaders? Ça, c'est la première question. La question de Valérie. Valérie a une question disant qu'elle aimerait savoir si les besoins en produits contraceptifs proposés aux utilisatrices sont celles voulues par elles-mêmes. Et enfin, Rodrigue avait une question. Dans quelle catégorie peut-être considérées par les femmes des méthodes de faire, peut-être à cause des effets secondaires? Et Tom, en fait, Renaud n'avait pas de questions, voilà. Donc, vous avez 3 questions de Dr. Blanco, de Valérie et de Rodrigue. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter la question de Valérie? La question de Valérie, elle voudrait savoir si les besoins en produits proposés aux utilisatrices sont celles voulues par elles-mêmes ou pas, ou ça a été imposé. Ah, ok, j'ai compris. Ok, dans la première question, pourquoi uniquement les femmes, une segmentation des femmes? Ça, c'est une question qu'on entend, on a beaucoup entendu. Donc, j'ai pas expliqué toute la méthodologie, mais à savoir que pendant la recherche qualitative, on a fait des entretiens avec les hommes et on a fait des observations dans les centres de santé également. Donc, on a pris en compte le point de vue des hommes, mais pour faire une segmentation à l'échelle nationale qui est une segmentation, ensuite l'analyse de la segmentation, il fallait choisir soit les femmes, soit les hommes dans une première temps, sinon c'est un peu trop compliqué pour vraiment mener toutes ces activités en même temps. Donc on a choisi de se concentrer dans une première temps sur les femmes. Comme elles sont les utilisatrices des produits, c'est elles finalement qui vont prendre les produits et utiliser les produits. C'est très important de comprendre leur contexte à elles avant d'après comprendre le contexte des influenceurs. Avec notre recherche avec Engender Health, ensuite on a fait beaucoup plus de recherche avec les leaders et les jeux, ensuite aussi avec les hommes. On pense peut-être, on croise les doigts, qu'on pourrait faire une segmentation des hommes au Niger dans les années qui viennent. Pour compléter l'image en fait, pour avoir le point de vue et de surtout voir quels sont les liens entre la segmentation que nous avons trouvée à travers les femmes et quels sont les hommes, les maris qui sont dans les couples en fait. Donc c'est très intéressant, mais c'était juste une question de ressources et vraiment de se concentrer d'abord sur les femmes, les utilisatrices, et de comprendre le contexte autour, mais après on fera peut-être une segmentation avec les hommes par la suite. Donc, la troisième, je vais sauter la troisième question. La troisième question, c'était la question de Rodrigue. De Rodrigue, c'était les femmes, oui, les femmes qui ont abandonné à cause des effets secondaires, ça pourrait être à travers tous les segments. Mais probablement, donc le taux d'utilisation, ça change beaucoup à travers les segments. On peut voir que les élites modernes, il y a 40% qui ont utilisé au moins une fois une méthode moderne avec les proactifs en santé. Ça aussi, c'est plus élevé que les autres segments. Donc, statistiquement, je dirais que les femmes qui ont utilisé au moins une fois et puis arrêté, c'est probablement surtout dans les segments qu'ils ont utilisé plus qu'au moins une fois, plus que les autres segments. Mais ça pourrait être dans tous les segments. Ce n'était pas un critère qui était déterminant pour trouver des segments. Et la deuxième question, pardon, je suis désolée d'avoir sauté. Pour les consultations à travers les segments, ce que nous avons fait avec Animas, dans le premier pilote, c'est que nous avons donné les cartes segments. Après, on avait donné un questionnaire pour trouver quelle méthode qui pourrait être adaptée. C'est vraiment à travers 5 à 8 questions. La femme dit, je suis intéressée au tel et tel aspect d'une méthode. Et ça donne ensuite peut-être 3 méthodes qui sont adaptées pour cette femme. Après, le prestataire de santé a utilisé les cartes des méthodes pour aborder ces 3 méthodes.
Donc, c'était vraiment en fonction des préférences de la femme. Avec Pathfinder, on va essayer, on va voir si c'est plus facile ou plus efficace de déjà suggérer certaines méthodes par segment. On sait que pour les sceptiques inexpérimentés, par exemple, ce serait très difficile de les convaincre d'utiliser la méthode à longue durée tout de suite. C'est vraiment un saut très grand. Mais on sait par exemple, les élites modernes, ils sont le plus d'accord avec la limitation, ils sont plus d'accord avec des méthodes de plus longue durée. Donc là, ça peut nous guider, ou guider la prestataire de santé à parler d'une méthode ou une autre. Donc voilà les deux approches qu'on essaie. On n'a pas encore les résultats de voir ce qui est le plus efficace. Alors, j'ai encore deux questions pour vous, un commentaire. Un commentaire de Valérie Yann qui dit que l'implication des hommes est nécessaire dans le travail de segmentation si nous devons prendre en compte l'approche transformative pour un réel changement. Alors, Zekpa a une question. Il aimerait savoir si les jeunes payent pour les produits et aussi savoir quel est l'engouement des jeunes par rapport à ce projet. Et il y a une question de Stéphane qui demande, parmi les utilisatrices, il n'a pas vu les dans quelle catégorie sont les filles en âge de procréer et en recours aux méthodes de la PF hors mariage? Il y avait un écho. Ami, est-ce que vous pouvez juste répéter rapidement la question? Je peux répéter les deux questions. Savoir si les jeunes payent pour les produits et aussi savoir quel est l'engouement des jeunes par rapport à ce projet. Et la deuxième question, c'est parmi les utilisatrices, Stéphane dit qu'il n'a pas vu les âges. Et donc, dans quelle catégorie mettez-vous les filles en âge de procréer et en recours aux méthodes PF hors mariage? Ok. Les deux questions sont liées en fait. Ouais. Oui, merci beaucoup. Donc, les jeunes, en fait, comme je disais, les sceptiques non expérimentés, statistiquement, ils ont plus tendance à être plus jeunes. Même si on prend la population des femmes au Niger de l'âge de procréer, si on regarde les femmes entre 15 et 18 ans, la moitié sont des sceptiques inexpérimentés. On peut les voir un peu comme ça. Mais on n'a pas fait exclusivement de segmentation basée sur l'âge, parce qu'on a trouvé qu'il y a même des jeunes qui sont des proactifs en santé, il y a même des jeunes qui sont des élites modernes. Donc, c'est intéressant avec cette approche qu'on peut vraiment trouver les femmes, les jeunes de même âge. Il y a une qui est proactive en santé, il y a une autre qui est sceptique inexpérimentée. On peut faire des programmes avec les deux ensemble pour qu'ils discutent ensemble, pair par pair. Donc, voilà pourquoi l'âge est intégré, mais ce n'est pas un facteur déterminant de notre segmentation. Pour la deuxième question, je pense que je n'ai pas très bien précisé que l'échantillon, c'était les femmes de l'âge de procréer uniquement. Donc, l'échantillon de segmentation, c'était les femmes de 15 à 49 ans. Et en fait, on n'a pas trouvé beaucoup de femmes qui avaient des rapports sexuels avant mariage. Ça, c'est très différent de ce qu'on voit actuellement en Côte d'Ivoire. Les femmes, c'est possible que ça existe dans les deux pays, mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, elles sont beaucoup plus à l'aise à parler de ça. Mais au Niger, on n'a pas beaucoup entendu les femmes parler de leurs difficultés avec la PF avant mariage. Donc, c'était plutôt un tabou. Elles disaient plutôt l'âge de premier rapport, c'était le même âge que l'âge de mariage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, il y a une question de Fatoumata Ibrahim et de Cyprien. Alors, la première question est de Cyprien qui demande les 5 segments trouvés par l'étude font-ils partie d'un ensemble de segments possibles testés pendant l'étude ou ont-ils été identifiés pendant l'étude?
Excuse-moi, Minato, on a du mal à t'entendre. Je comprends pas pourquoi il y a un écho comme ça. Il y a un écho avec mon micro que je ne comprends pas d'où ça vient. Mais est-ce que vous voyez les questions posées par Cyprien? Je ne les vois pas, mais maintenant, l'écho s'améliore. En fait, il y a moins d'écho maintenant. Et je pense que si vous parlez un peu plus longtemps, j'y arriverai. Je pense que, voilà, les 5 segments trouvés par l'étude font-ils partie d'un ensemble de segments possibles testés pendant l'étude ou ont-ils été identifiés pendant l'étude? La deuxième question, elle est de Fatouma Ibrahim Azilaya de Pathfinder Niger. Est-ce que cette segmentation est une segmentation spatiale? Autrement dit, est-ce que les élites modernes sont dans les milieux urbains et les sceptiques traditionnels dans les milieux... Et les sceptiques traditionnels, je ne vois pas la suite, dans les milieux ruraux. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sont les 2 questions qui sont entrées pour le moment. Ok, merci. Donc les 5 segments, je vais essayer de répondre. Si ça ne convient pas à la réponse cherchée, je peux, voilà, un peu continuer. Donc on a regardé les variables ensemble, donc toutes les variables que nous avons mis dans notre modèle pour trouver des segments. Ensuite, on a regardé, je pense que c'était 12 modèles segmentation possibles avec 5, 6 ou 7 segments possibles. Et là, c'est vraiment l'art de la segmentation. C'était vraiment trouver s'il y a des histoires, des cohérences entre les segments. C'est quoi les profils? Est-ce que ça a du sens de ce qu'on connaît déjà avec la recherche qualitative et avec l'expérience des parties prenantes? Et là, on a travaillé, et pour chaque modèle, on a ajouté certaines variables, on a retiré certaines variables pour finalement arriver avec notre segmentation finale qui, on a trouvé vraiment, c'était le meilleur avec les 5 segments. Donc, les 5 segments, ça couvre toute la population des femmes au Niger, donc c'est tout l'échantillon. Mais sachant que, voilà, on a regardé plusieurs segmentations possibles, mais vraiment, on a peaufiné notre segmentation jusqu'à ce que on a vraiment trouvé une segmentation qui était le plus réaliste, que tous les parties prenantes disaient que, voilà, je vois ces femmes-là, même dans ma famille, je peux vous dire ça, elle est tel ou tel segment. Donc, voilà. Mais les 5 segments, ça représente tout, il n'y a personne qui est exclu dans cette analyse. La deuxième question... Jessica, si je pourrais ajouter quelque chose à cela, oui. Je pense qu'une partie de la question, c'était aussi à propos de si une segmentation existait avant cette étude et si nous avons basé notre recherche sur des segmentations précédentes. Et la réponse à ceci, c'est non. En fait, une grande raison pour laquelle la Fondation Hewlett nous a financé pour faire ce travail est qu'à l'époque, en 2013, le ministère de la Santé publique venait de sortir leur plan national pour la PF et il y avait plusieurs ONG nigériennes comme internationales qui visaient à prendre leurs activités au Niger à l'échelle et on ne savait pas où se focaliser sur quel segment ou groupe de la population pour mener ces activités à l'échelle. Et ce qu'on a essayé de faire, en fait, le but principal, un des objectifs principaux de cette recherche était d'identifier les groupes de la population qui avaient le plus tendance de changer leur comportement et donc chez lesquels il y aurait le plus d'impact si on les ciblait dans la programmation et la communication. Merci, Hope. Merci beaucoup. La deuxième question, la question urbain-rural, ça ressemble un peu aux questions de l'âge, en fait. C'est un des facteurs qui est utilisé très souvent dans la segmentation. Donc, ce n'était pas un facteur déterminant dans notre segmentation. Ce n'était pas quelque chose... Cette critère, ça n'a pas vraiment fait la distinction entre segments, mais on voit néanmoins qu'il y a certains segments qui sont plus urbains, comme les élites modernes, et d'autres qui sont plus rurales, comme des conservatifs passifs, par exemple. Donc, on peut voir aussi à travers toutes les régions de Niger quels sont les segments qui sont plus présents dans une région ou une autre pour aider à les trouver.
mais on n'a pas trouvé que c'était un critère très déterminant dans notre segmentation. Alors, merci Jessica. Il y a encore deux questions. Une encore de Dr Fatouma. Je ne sais pas si elle est docteur, de Fatouma Ibrahim Azilaya de Pathfinder. Elle dit que le but de la segmentation, c'est d'agir sur la qualité du counseling. Donc, comment concilier la segmentation avec les stratégies IEC et CCC telles que les VAD, les causeries de groupe? La deuxième question, elle vient de Cyprien Zinsou. A-t-on prévu d'évaluer les stratégies de communication proposées avant 2020 pour les réorienter aux besoins afin d'être sûr d'atteindre les objectifs? Vous avez les deux questions? La deuxième question, vous pouvez répéter? A-t-on prévu d'évaluer les stratégies de communication proposées avant 2020 pour les réorienter aux besoins afin d'être sûr d'atteindre les objectifs? Et il y a une troisième question qui vient d'arriver, de Valérie. Okay. Pouvez-vous nous donner l'exemple d'une stratégie utilisée lors de vos activités afin d'intéresser des groupes spécifiques comme les hommes et femmes musulmans? Ok. Voilà. Ok. Oui, donc merci beaucoup encore pour l'intérêt et la participation. Donc, l'utilisation de cette approche, ça pourrait être utilisé comme on a un peu regardé ensemble sur toutes les pages, coordonner des activités pour vraiment faire des projections sur l'augmentation, sur la demande, de créer la stratégie nationale, prioriser les activités. Également, l'utiliser dans le counseling. Donc, j'ai donné l'exemple concret de ce pilote. La CCSC aussi, donc ça, le travail qu'on fait avec Engender Health, c'est de vraiment créer une stratégie CCSC en basant sur la recherche, cette recherche sur la demande. Donc, c'est vraiment convenable à toutes ces méthodologies, toutes les activités de communication et programmation, pas uniquement le counseling. Et vraiment, pour la communication, je dirais que c'est très intéressant. On a vraiment une base d'informations. Pour chaque femme, on a plus d'informations sur lesquelles on peut baser la communication. On sait déjà son avis sur beaucoup de choses et on peut adapter la communication à travers ses profils. Par exemple, si on sait juste que c'est une jeune femme ou une femme urbaine, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc vraiment, la recherche de nos données, c'est très adapté pour la communication, mais aussi pour toutes les autres activités que nous avons discutées. La deuxième question, est-ce que c'est prévu de revoir la stratégie pour atteindre les objectifs au Niger? Je dirais que ce n'est pas prévu. On aimerait bien. Ce serait bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Peut-être ça arriverait, mais on ne sait pas. Et la troisième chose, est-ce que c'est... Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question, mais est-ce que c'est prévu les activités avec les hommes ou les femmes musulmans ou peut-être les autres... la question c'est, est-ce que vous avez un exemple d'une stratégie utilisée afin d'intéresser des groupes spécifiques comme les hommes et femmes musulmans? Ok. Au Niger, je peux répondre à cette question. Pour le Niger, comme le pays est entre 95 et 99% musulmans, imprécisément, toute la recherche cible les populations musulmanes parce qu'il y en a quasiment que musulmans. Dans d'autres pays, comme tel que la Côte d'Ivoire, nous évaluons aussi le fait d'être musulman ou non musulman inclut la prise de décision en matière de PF par rapport à d'autres populations. Et si la réponse est oui, on développerait des stratégies qui ciblent ces populations. Mais je pense que ce qui est peut-être important de comprendre dans la méthodologie que nous utilisons, c'est que nous évaluons surtout les comportements et les attitudes de chaque personne chez qui nous faisons l'enquête pour voir leur comportement et attitude par rapport à la PF. Et puis nous évaluons dans toute la population des personnes qui ont pris notre enquête s'il y a des comportements et des attitudes qui se ressemblent.
Et après cela, nous voyons l'âge de chacun de ces groupes ou segments, le revenu, le niveau d'éducation et d'autres facteurs démographiques pour chacun des segments. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est de commencer en identifiant un groupe spécifique de la population, tel que, et je prends juste l'exemple, les adolescents chrétiens en milieu urbain, et nous n'essayons pas typiquement de faire une segmentation chez une population qui est assez spécifique. Nous commençons avec une vision très large et puis nous essayons de devenir de plus en plus spécifique en comprenant les attitudes et les comportements en matière de PF surtout. Oui, merci Hope, merci Jessica. Il y a encore le docteur Balarabe qui a levé la main. Je ne sais pas, docteur, si vous pouvez poser votre question. Et il y a une autre question aussi qui est de Valérie qui demande est-ce que les stratégies proposées ont été élaborées de manière participative avec les bénéficiaires. Donc, notez cette question et je vais donner la parole au docteur Balarabe. Merci de me redonner la parole. Allô? Allez-y. Allô? Oui, merci de me redonner la parole. Donc, à regarder de très près cette segmentation, les proactifs en santé, 28%, les sceptiques inexpérimentés, 28%, compte tenu de leur taille, mais aussi compte tenu de certaines sensibilités, sont des groupes sur lesquels on peut facilement agir et booster les chiffres à court, moyen terme en ce qui concerne le Niger. Je crois que c'est ce qui a été, c'est cette démarche qui a été adoptée par beaucoup de structures qui interviennent dans ce domaine. Maintenant, ma question, c'est que n'y a-t-il pas un risque à très long terme de voir une sorte de cristallisation autour des conservatifs passifs, notamment, et qui pourrait devenir plus tard un noyau dur où il serait difficile d'agir? Telle est ma question. Merci. Merci, docteur. Merci Donc, beaucoup. vous avez la question de docteur et la question de Valérie sur est-ce que les stratégies proposées ont été élaborées de manière participative avec les bénéficiaires? Merci beaucoup. Pour la question de Valérie, donc les stratégies et les activités ont été développées avec les parties prenantes qui ont beaucoup d'expérience avec les bénéficiaires, mais et la communication, les campagnes de communication ont été élaborées avec les bénéficiaires, mais je dirais que pour les programmes, etc., non, on n'a pas fait les groupes focaux avec les bénéficiaires pour développer les méthodologies ou les activités pour la programmation ou autre. C'est une très bonne idée. On a constaté avec le temps qu'on avait, on a beaucoup fait de consultations avec les parties prenantes. Avec tous les parties prenantes, on fait à chaque étape de notre étude les consultations, les discussions avec eux. Et c'est à travers eux que nous avons pris le voie des bénéficiaires pour les activités. Et je pense qu'il y a une nuance à ajouter ici, c'est qu'au niveau de cette recherche, le comportement de la population et les attitudes par rapport au PF sont les comportements et les attitudes. Donc, il était très important dans notre recherche de comprendre les questions que les parties prenantes avaient par rapport aux besoins et au comportement et aux attitudes de la population. Ceci dit, au stade au niveau de notre recherche, qui est une recherche nationale, comme les comportements et attitudes de la population font ce qu'ils font, il n'y a pas vraiment un engagement de bénéficiaires à faire au-delà des engagements qu'on a fait dans la recherche comme nous avons fait les groupes de discussion et l'enquête. Ceci dit, je pense au niveau de la programmation, quand ça devient une question de voir comment réaliser un de ces axes stratégiques, il est extrêmement important d'engager les bénéficiaires pour le dessin des programmes spécifiques. Et j'ajouterais encore une chose, c'est pour, par exemple, certaines activités, on aura bien sûr un plan d'évaluation qui va comprendre aussi le retour des bénéficiaires sur les activités qui sont déjà menées. Donc, avec le pilote que j'ai décrit avec Animas,
avec les activités de communication qu'on mène. Pour chacune de ces activités, on aura le retour du bénéficiaire sur l'activité et sur la communication. Ça va nous permettre aussi d'améliorer le programme ou l'activité par la suite. Voilà, donc ça aide aussi à avoir le voir du bénéficiaire dans le design de ces activités. La deuxième question, c'est très intéressant, les conservatifs passifs. Donc, mon point de vue, en fait, c'est que les conservatifs passifs sont très, très influencés par les normes sociales. Mais si on arrive à changer, ça prend du temps, les normes sociales, ça devient de plus en plus convenable, acceptable aux femmes d'utiliser les méthodes de planification familiale. Ça va jouer sur les points de vue des conservatifs passifs. Mais tout de suite, là, si on demande, si on essaie de changer la vie de conservatif passif direct, ça va être très difficile. Mais je pense que c'est vraiment une approche indirecte qui va avoir plus d'impact sur les conservatifs passifs et ça va être le plus efficace avec les ressources possibles. Je pense pas, j'ai pas peur que les conservatifs passifs deviennent un noyau dur parce que je pense que c'est comme ils sont déjà très influencés par les autres, si les autres sont de plus en plus amiables, positifs vis-à-vis de l'APF, elle aussi, elle va prendre cette influence. C'est mon avis. Je ne sais pas, Hope, si tu as quelque chose à ajouter. Ce que j'ajouterais ici, c'est juste, je pense que ma question était en fait à propos des sceptiques inexpérimentés. Et Jessica, peut-être que tu peux donner un petit aperçu de la raison pour laquelle, malgré le fait que les sceptiques inexpérimentés ont l'air de ne pas vouloir changer leur comportement, pourquoi est-ce qu'on les proposerait en termes de segments cibles? D'accord. Oui, les sceptiques inexpérimentés, donc on les a proposés comme segments cibles parce que déjà ça représente un grand pourcentage des femmes au Niger. Même si elles n'utilisent pas actuellement, c'est par un manque d'information et surtout un manque de liens, sources fiables d'informations. Donc on pense s'ils ont d'informations d'une source fiable, quelqu'un qu'elles connaissent déjà, quelqu'un dans leur communauté. On ne parle pas d'une clinique mobile, quelqu'un qui vient et puis qui part. Mais quelqu'un vraiment des canaux qui sont permanents ou bien pérennes, elle aura plus d'informations et ça peut ouvrir son esprit. Pour l'instant, ils sont très protégés et c'est vraiment à fur et à mesure avec plus confiance et plus d'informations, on pense que vraiment on a du chance à changer leur avis. Et c'est très important aussi le fait qu'ils sont, comme ils sont très jeunes, il y a un risque qu'elles, les sceptiques inexpérimentés, deviennent les conservatifs passifs par la suite. Et on préfère, tant mieux qu'elles deviennent les proactifs en santé, les élites modernes et les traditionnels, autonomes traditionnels. Donc c'est un moment aussi dans leur vie qui est très important. Voilà pourquoi on les a trouvés comme un segment prioritaire. Merci beaucoup. Je pense que ça devient une bonne conclusion de ce webinaire. Il y a le docteur Rémi Munungu qui disait qu'il était désolé, qu'il n'a pas pu nous rejoindre, mais qu'il demandait s'il était possible de partager les documents de présentation ainsi que l'enregistrement audio du webinaire. Je pense que ceux qui sont familiers à Seconaf savent que nous partageons donc ces éléments-là. Donc, je vais demander à Jessica et Hope de m'envoyer leurs slides et ce webinaire a été enregistré et ça va être partagé avec les membres de Seconaf et vous pourrez donc les disséminer auprès des autres personnes que vous pensez seraient intéressées. Et tous ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu nous rejoindre auront l'occasion donc d'en savoir un peu plus sur ce qui a été discuté. Donc, je voudrais remercier ici tous les participants et remercier aussi Jessica, Hope et Rodrigue pour l'initiative de partager cette expérience de l'utilisation des connaissances des clients et la segmentation pour comprendre la dynamique de PF au Niger. Merci beaucoup encore à tous et on espère vous voir lors de notre prochain webinaire. Merci Hope, merci Jessica. Merci beaucoup. Merci bien, Aminatou. Bon après-midi. Merci à tout le monde. Bon après-midi.